Yannick, qui es-tu? Waouh, on commence très 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 fort ce podcast. Elle m'avait pas prévenu qu'elle allait commencer comme ça. Normalement, on fait notre petite introduction tranquille, etc. Là, aujourd'hui, on sort la question. Parce que c'est de ça qu'on va parler, effectivement. Exactement, c'est le sujet du jour. Donc, on va parler de l'identité. Et je ne Ouais, vais bon. pas répondre tout de suite parce que sinon, on en aurait pour 2 heures avant même de savoir de quoi on va parler. Parce que en vrai, pour un petit teasing, je ne sais pas si j'ai une vraie réponse. Par contre, j'ai de mieux en mieux compris ce que je n'étais pas. Et C'est un donc bon ça, teasing, ça. on pourra C'est en un bon discuter. teasing. Et alors, juste pour les personnes qui nous écoutent, si tu nous dis pas qui tu es, comment est-ce que tu pourrais te présenter dans le contexte de ce podcast? Alors effectivement, au-delà d'une identité, c'est plus mon activité, ce que je fais, ce que j'essaie d'apporter un petit peu autour de moi, au monde, si on veut prendre un truc très grand. Et donc, pour ça, j'apporte ma petite part en enseignant la méditation depuis 10 ans, en essayant de propager un petit peu cette philosophie, cette pratique, qui, je pense, a beaucoup à apporter dans les temps qui sont aujourd'hui. On en a beaucoup à apprendre. Et puis, des fois aussi, je fais un peu de coaching avec des clients, des personnes qui viennent me voir pour un petit peu mieux gérer leur vie quotidienne, débloquer certaines choses, etc. Et toi, alors, comment est-ce que tu te définis? Est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est une activité? Comment est-ce que tu vois? Alors, juste avant de me présenter, je veux juste rebondir sur ce que tu disais parce que tu étais dans la description du faire. Mhm, Genre, tout à fait. en tout cas, là, dans le cadre du podcast, c'est qu'est-ce que tu fais? Mhm, Voilà, c'était juste un petit point là-dessus. Et de mon côté, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi dans cette présentation pour les personnes qui nous écoutent, qui arrivent pour la première fois et qui débarquent sur ce podcast et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast? De quoi, de quoi ils parlent avec leurs questions existentielles? Donc, je suis Laure, je suis coach mental et future psychologue en études de psychologie en master 2, bientôt fini. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le chocolat, le sport et qui adore se poser justement des questions existentielles et réfléchir sur plein de choses et partager aussi des connaissances que j'apprends notamment sur la psychologie. Voilà pour ma présentation. Pas mal, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et je ne l'ai pas préparé avant. Alors là, il faut vous dire que, comme Yannick vous l'a dit aussi tout de suite, on ne s'est pas concerté sur voilà, qu'est-ce qu'on va dire, comment ça va se passer aujourd'hui. Bah non, tu m'as On y allumé va. direct avec la question. Elle me dit avant le podcast, hein, en off, elle me fait, aujourd'hui, je vais faire l'introduction parce que j'ai une idée de comment commencer. Moi, je me dis, bon, d'habitude, elle aime bien faire une description, on va rester là-dessus. Pas du tout. Elle avait plus d'une surprise dans son sac. Eh oui, elle a toujours la tête, la créativité derrière. Mais juste voilà, pour les personnes qui nous rejoignent, vous êtes bien sur le podcast Au cœur du mental, donc le podcast qu'on fait avec Yannick, où on est pour l'instant toujours tous les deux sur ces enregistrements. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une thématique qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi parfois, parce on vous demande aussi quelles sont les choses que vous voulez qu'on aborde sur le compte Instagram notamment. Moment Mhm. petit pub compte Instagram, tous les liens sont dans la description. Donc s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Puis parfois on fait des boîtes à questions aussi pour interagir un petit peu avec vous. Et donc là aujourd'hui, comme on a commencé déjà à évoquer, comme tu l'as dit Yannick, on parle de l'identité. Mhm. Est-ce que Yannick, tu voudrais commencer à nous dire un petit peu Ok. de ton point de vue, aussi des points de vue des pratiques que tu pratiques, qu'est-ce que c'est que l'identité? Eh ben, avec grand plaisir, parce que aujourd'hui, je suis tout excité. C'est un sujet qui, je sais pas, aujourd'hui, il me tient à cœur, tu vois. C'est vraiment l'identité. Je pense que ça me parle énormément parce que ça a été un énorme problème dans ma vie. Et que je pense que c'est un peu le fil conducteur de mon évolution personnelle, l'identité. Parce que pendant très longtemps, et je pense que je suis pas le seul, j'ai essayé de trouver ce que c'était mon identité.
Qui suis-je? Tu sais, moi, cette question de la fameuse question qui suis-je, eh ben, elle est arrivée assez tôt, en fait. Assez tôt. Au début, je me posais pas la question. Quand tu es enfant, tu te poses pas la question, tu vois, tu es, tout simplement. Mm. Et puis, il y a un moment où la société, les autres, etc., on commence à essayer de construire une existence à travers le regard des autres, la société, notre existence, notre place dans ce monde, etc. Et là, il vient cette question de, ok, mais voilà, je suis une vie, je fais des trucs, je bouge, etc. Mais en vrai, je suis qui, quoi? Mhm. Et pendant très longtemps, j'ai cherché qui j'étais dans une espèce de recherche de ce que je voulais faire, de mon métier, de trouver un partenaire, tu vois, on essaie de chercher un petit peu comme ça des manières d'exister, d'avoir un rôle dans cette société, une identité, comme de chercher, bon, ok, c'est quoi la case qui me correspond en fait? C'est où que je peux me placer, etc. Et à travers cette recherche-là, je me suis surtout pris des tartes dans la tronche, on va dire ça comme ça, où à chaque fois que je me suis accroché à une identité, la vie m'a pas laissé à travers des... Tu vois, tu te dis d'abord que tu es tel métier, tu vas aller faire ça dans ta vie, tu vois, et tu n'y arrives pas. La vie, elle fait pas... Elle te permet pas de faire ses études ou de faire ce genre de choses et boum, ça remet en question. Après, tu te dis, ah bah voilà, ok, maintenant, je vais faire ça de ma vie, tu vois, je suis ce métier, je suis, alors là, c'était électronicien multimédia, ma première formation, etc. Ok, c'est ça, moi. Puis en fait, au bout de la quatrième année, j'aime pas vraiment. Et puis après, je vais travailler là-dedans parce que bah, j'avais fait ces études, donc c'était mon identité, donc il faut que j'y ai bossé. Et non, pas du tout. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, ça a été ces identités qui tombaient, et j'ai l'impression que la vie m'a pas permis de m'accrocher à une identité et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller chercher plus loin au fur et à mesure dans cette question de qui j'étais. Et dernièrement, on va dire ces dernières années, cette question, elle est devenue une question un peu plus spirituelle, une question un peu plus profonde pour moi, qui avait plus d'importance et qui dirige un petit peu mes pratiques, mes actes, etc. Et j'ai trouvé un peu des philosophies bouddhistes, méditatives, taoïstes, le yoga, des pratiques comme ça qui traitaient énormément en fait de l'identité. Et ça m'a appris pour l'instant à être dans une phase où j'en retire beaucoup en fait. J'en enlève plein, je m'enlève ces petits bagages que je m'étais mis dessus, etc. Et je dirais que c'est un petit peu mon parcours actuel vers cette recherche de l'identité, c'est de me dire, bon, bah ok, je pensais toujours toute ma vie être ça, être ça, être ça, être ça, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ça qui me définit, qui dit, voilà, c'est ça ma vie, c'est ça moi, ce que j'appelle moi? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Et donc, en Mhm. fait, petit à petit, au cours de ma vie, j'ai eu la chance et des opportunités d'aller chercher un peu plus loin que justement ce que je pensais que je devais me mettre sur le corps, c'est-à-dire une étiquette, une identité pour exister dans ce monde-là, etc. Et je suis de plus en plus heureux, plus je m'en enlève. Donc, en fait, je vois que j'avais peut-être pas pris la bonne direction à ce moment-là et que celle-ci me correspond mieux aujourd'hui. Peut-être pas toute ma vie, hein, peut-être je me trompe encore, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pour faire un petit résumé, c'est ça, c'est cette quête de qui suis-je, elle m'a animé depuis très très longtemps. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais Non, t'inquiète, il y a c'était encore plein de choses qui se passent dans ma tête. Mais, voilà, mais c'était la petite base en fait pour euh, ce que c'est l'identité pour moi déjà. ok. Mais alors, du coup, là, actuellement, est-ce que tu considères que tu es toujours en recherche ou que finalement, tu recherches plus parce que tu considères que tu n'as pas besoin de ça et donc tu es en arrêt, plus ou moins temporaire ou définitif? J'ai deux réponses à ça. Ok. J'ai une réponse intellectuelle qui va être effectivement que j'en ai de moins en moins besoin
et qu'il y a une part de moi qui a toujours envie hein, de se mettre dans une case, qui s'accroche encore à certaines identités, etc. Et que cette partie intellectuelle, en fait, justement, j'essaie de la remettre en question. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais dans les pratiques dont je parlais tout à l'heure, dans les pratiques méditatives, en fait, se détacher de ces identités est un des plus gros blocs, en fait, des philosophies méditatives. Et donc, d'un point de vue intellectuel, c'est ça, c'est remettre en question ces identités, ces choses dont je suis certain, dont à chaque fois que je me dis je suis ci, je suis ça, j'essaie de le mettre en perspective et j'en découvre de plus en plus en fait d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que j'en ai encore dont je ne suis pas conscient, auxquelles je m'y attache, mais j'en découvre petit à petit et à chaque fois, il y en a une qui vient et qui dicte mes actes du quotidien, etc. Et j'essaie de me poser la question, de me dire est-ce que c'est vraiment ça qui définit? Est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter à ça ou pas? Et il y a une réponse qui est plus spirituelle, qui est une réponse plus d'expérience. Lorsque j'étais au Népal, j'ai fait une expérience méditative assez intense, pas volontaire, juste je méditais comme je le faisais depuis des années et des années et des années. Et je suis rentré dans un état qui était très différent, que j'avais jamais vraiment vécu, qui est, on en parle beaucoup dans les philosophies et ce genre de choses, mais c'est des mots, c'était des mots pour moi, c'était des théories et des choses comme ça. Mais là, j'ai vraiment vécu, j'ai touché quelque chose en moi qui était autre que toutes ces identités, qui était au-delà des mots, où j'ai eu cette impression d'être à la fois rien et d'être à la fois tout. Et c'est la seule manière dont je peux le décrire. Il n'y a pas de, j'ai une incapacité à y mettre des mots dessus, en réalité, sur cette expérience. J'évite même trop de le faire parce que je sais que c'est comme si je lui enlevais sa vraie forme, tu vois, que j'essayais de lui coller des couleurs dessus, alors qu'en fait, c'est jamais la vraie couleur de ce qui s'est passé. Et pour moi, ça, c'est l'expérience la plus proche de la réponse de qui suis-je. Rien et tout à la fois. Mais ça n'a aucun sens pour mon intellect. Tu vois ce que je veux dire? C'est purement quelque chose que j'ai vécu et qui m'a apporté une vraie forme de paix sur cette réponse de qui suis-je. Il y a une partie de réponse, mais qui n'est pas une réponse que mon intellect peut comprendre, qui est plus une réponse de Mm. tranquille, une réponse profonde, un truc un peu plus qui te dit, ouais, ben, c'est ça, quoi. Et alors, ça se manifeste par un ressenti général, comme tu disais, ce côté C'est, de... c'est même pas un ressenti, c'est comme si d'un coup, tu avais vu quelque chose que tu n'avais jamais vu et on t'avait dit, c'est ça. Mais qu'en fait, tu essaies d'expliquer un objet que personne n'a jamais vu dans le monde. Sauf que quand tu l'expliques à des gens qui ont vécu un petit peu cet état-là, ils te disent, ah non, mais je vois, je sais de quoi tu parles. Et c'est pas pour dire c'est extraordinaire, je suis au-dessus de tout le monde, etc. C'est juste pour dire que c'est compliqué d'expliquer quelque chose que je suis même incapable de voir ou de Mm. sentir C'est plus ouais, un sentiment, si tu veux, une révélation, une prise de conscience, tu vois, quelque chose comme ça qui a pas de forme tangible, en fait. Et c'est toujours compliqué tu vois déjà comment c'est difficile d'expliquer une émotion. Mais Mm. quand on explique une émotion, on arrive à jouer de l'empathie, en fait. Mais quand il n'y a pas le même vocabulaire, etc., c'est difficile de l'exprimer, en fait, parce que j'ai pas de mots pour le décrire, parce que je sais pas comment le décrire, en fait. Alors, des moines bouddhistes en ont parlé, ils ont mis un mot dessus, ils ont mis des mots qu'on appelle samadhi, par exemple, qui est une forme de ce qu'ils appellent une illumination, une vérité qui te vient, une compréhension. On peut en parler de plein de manières. Mais c'est pas permanent pour moi, ça a été juste un moment et ça a duré quelques semaines et après j'en suis ressorti. Il y a le chaos mental qui est revenu, etc. Mais j'ai eu j'ai Mm. goûté. Ah oui, c'est pas permanent. Ok, je croyais qu'il y avait genre deux parties, tu vois, à l'intérieur de toi où En il y a fait, les... Ouais, vas-y. j'ai le souvenir Ouais. de l'expérience, j'ai la paix qui est restée, j'ai une partie qui est restée, mais l'état non.
l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, Mhm. qui est indescriptible, vraiment, quand tu te sens, pour moi, l'herbe qui était en face, c'était moi. Pour moi, l'autre personne, ça n'avait pas de différence, c'était moi, tout était moi. Et à la fois, si on me demandait qui t'étais, je disais absolument rien. Il n'y a pas d'identité, il n'y a rien du tout. Ça a duré un petit moment, puis après, le chaos mental est revenu un petit peu. Mhm. Tu te raccroches au truc, le mental refait son travail, tu vois. Mais pendant un moment, rien. Pendant quelques jours. Ça me fait penser, enfin, des choses que j'ai pu entendre, mais je sais pas si ça peut faire référence à ça, mais comme si tu faisais un avec l'univers, tu vois. T'étais, C'est une manière. Après, j'évite un peu ce genre de vocabulaire. Pas parce que c'est pas vrai, parce que finalement, c'est assez juste par rapport à ce que j'ai pu mm, ressentir à ce moment-là, mais parce que je pense que c'est des mots qui sont trop de connotations en fait mm, dans la tête des gens et que ça crée une image où ils cherchent pas au bon endroit en fait. Tu vois, genre, mm, on a trop de trucs avec beaucoup de formes de New Age qui sont venus et ce genre de ouais. choses. Je fais un avec l'univers, tu comprends? Et je pense qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de blabla qui a été fait autour de ça et je pense que la meilleure manière de le servir, à mon sens, pour moi, ça a été de pas essayer de mettre trop de mots dessus, mais Mm, plus de dire, écoutez, moi, c'est grâce à la méditation, à ce genre de choses que j'ai vécu ça une fois. Plein de gens avant moi l'ont vécu grâce à la pratique méditative aussi. Et plus de guider les gens vers cette pratique et puis de me dire que s'ils peuvent vivre cette expérience-là aussi un jour, mm, que c'est le meilleur moyen de l'expliquer, c'est juste d'ouvrir une petite voie, une petite graine pour que les gens puissent l'expérimenter par eux-mêmes, ceux qui en ont envie, parce que c'est aussi quelque chose qui prend du temps, qui est très paradoxal, parce que plus tu le cherches, moins tu le trouves. mm. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours la deuxième expérience qui est la plus difficile, parce que tu l'as déjà vécu une fois et que tu la recherches à nouveau. Et que c'est assez particulier, mais c'est le seul moment où tu arrêtes, où tu le vis, c'est quand tu lâches complètement toute attente. Mm. Et Et ouais, t'as essayé de le reproduire du coup? bah, c'est le problème. C'est Mhm. que justement, la deuxième fois est plus difficile, puisque Ouais. il y a une partie de toi qui se dit, genre, putain, mais j'y suis arrivé une fois, quoi. Alors, plein de méditations extraordinaires, plein de choses qui avancent, etc. Mais cet état particulier que j'ai vécu à ce moment-là, il s'est pas encore Ok. répété aussi fort, aussi profond, aussi pur, entre guillemets, que ce moment-là. Même s'il y a encore, il y a des traces, en fait. C'est comme si ça avait laissé des traces derrière, mais c'est vraiment, faut imaginer, c'est un état d'être. Ouais. Mm. Tu vois, c'est comme si tu te dis, si tu dis à quelqu'un qui est insomniaque, oui, mais pourquoi tu n'arrives pas à redormir? Bah, plus il essaie de dormir et et plus il s'en Mm. éloigne, tu vois. Donc c'est un vrai lâcher-prise pour rentrer dans un état, comme pour rentrer dans un état de sommeil, comme pour rentrer dans un Mm. état de focus, tu sais, aussi ce flow qu'on peut parler Ouais. chez les sportifs et ce genre de choses. Plus ils essayent, plus ils sont là à essayer de le contrôler, moins ils y arrivent. Alors qu'il faut créer les conditions pour, avec une forme de lâcher-prise, d'émotion. Il y a tout un ensemble Mm. d'ingrédients pour que ça se passe. Mais bref, je vais un petit peu loin, Non mais on est t'inquiète. sur l'identité, mais effectivement, pourquoi c'est lié à l'identité? C'est parce que justement à ce moment-là, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, la réponse à qui suis-je était plus une question d'enlever tout ce que je n'étais pas, plutôt que d'essayer de me coller une étiquette. Et que la partie qui suis-je, je pouvais y répondre pour ma part, hein, et c'est vraiment très personnel, Mhm. pas avec mon intellect, mais avec autre chose. Oui, je pense que c'est important qu'on rappelle ça, ce côté subjectif aussi, Totalement. parce que selon les personnes, il va aussi y avoir des besoins différents en fonction de, voilà, de qui elles sont, qu'elles ont envie d'être, ce qu'elles ont vécu par le passé. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre que toi, Mais parce que pour le coup, moi, j'ai jamais eu ce genre d'expérience, mais en même temps, j'ai pas créé, on va dire, les conditions pour, ou c'est pas des choses que j'ai, voilà, que j'ai recherchées.
après, cette question d'identité, elle est quand même très, comment dire? J'ai quand même pas mal réfléchi, mais j'y ai quand même pas mal réfléchi à partir du moment où j'ai commencé à sortir de mes automatismes. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en soi. Mhm. À partir du moment où tu te poses dans ta vie et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Et pour certaines personnes, ça peut arriver plus ou moins tard. Et on parle notamment, tu sais, de la crise existentielle, pardon. Mhm. Et en fait, souvent, c'est ça, les crises existentielles. Tu arrives à 40 ans, 50 ans. Et en fait, c'est que tu fais un moment dans ta... Enfin, comme si tu fais une pause dans ta vie, que ce soit voulu ou pas. Mais tu te rends compte que finalement, bah, tu te questionnes sur tout ce que tu as Mhm. fait avant. Parce qu'en fait, avant, tu as vécu comme ça tout le temps en automatisme. Tu fais un truc après l'autre parce que ta construction, ton éducation, ce qu'on t'a inculqué, ce que tu penses être ou ce que tu penses que tu dois être en fonction des attentes des autres. Et puis un jour où ton cerveau il dit ouais mais là je suis pas bien en fait. Enfin là je commence à ressentir des émotions désagréables, je me sens pas bien dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où tous les questionnements peuvent venir et on peut voir des personnes qui font des comportements, qui ont des choix de vie qui sont complètement contraires ou alors ou en tout cas qui sortent un peu de leur ligne de base et les gens autour en général sont mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait ça fait tout à fait sens. Enfin, moi je trouve que ça fait tout à fait sens aussi. Et l'idée c'est que, enfin en tout cas pour moi, c'est que ce soit fait le plus rapidement possible entre guillemets. Pour pas avoir cette impression après qu'on a loupé des choses ou regretté d'avoir fait telle ou telle chose parce que finalement ça ne correspond pas. Euh, mais c'est pas quelque chose qui vient forcément. Enfin, ça peut être déclenché. Moi, je sais que ça a été déclenché par mes études notamment, où là j'ai Mhm. commencé à apprendre plein de trucs sur la psycho, enfin en tout cas les lectures que je faisais déjà en amont. Et parfois, ça peut être déclenché d'une manière extérieure au moment où on s'y attend pas. Euh, mais en tout cas, je vous invite, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, aux personnes qui nous écoutent, mais rien que ça, à se poser, à observer. On revient toujours à cette notion d'observation Totalement. de soi, mais là aussi élargie de sa vie. Où vous en êtes aujourd'hui et est-ce que ça vous correspond? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Euh, et j'aime bien faire ça aussi avec les personnes que j'accompagne, leur demander en fait mais de se présenter en fait, de dire mais si je te demandais là comme ça qui tu es, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Et en fait, cet exercice est très difficile, un peu comme j'ai fait, tu vois, au Mhm. début avec Mhm. toi. Quelque chose de très difficile parce que soit tu t'es jamais posé la question et donc du coup, Tout en à fait, fait. bah, tu sais pas quoi dire, tout simplement, ça vient un peu en automatisme tout le temps. Soit c'est une question que tu te poses, que tu t'es beaucoup posée, tu n'as pas de réponse et en fait, c'est coucou le chat, pardon. Le On a chat un de Yannick visiteur. Ouais, ouais, on a un visiteur. qui arrive. Du coup, ça m'a perdu ce que je disais. Pas de souci. Je voulais te Oui, poser une question d'ailleurs. oui, dis-moi. Donc en fait, on pourrait dire que cette réalisation un petit peu dont tu parlais tout à l'heure, elle est venue en fait par une remise en question, un questionnement Mm, sur, tu parlais de tes automatismes, tu parlais de ton identité, ce genre de choses, où tu l'as observé. Et ça me fait penser à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, ce moment où tu regardes ces automatismes, tu regardes ces identités, etc. Et en fait, la question que tu te poses, et tu me dis si c'est pas le cas, ou ça s'est passé différemment pour toi, mais c'est est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est vraiment moi? Et il y a une espèce de justement de distance et d'observation de quelque chose qui avant était à l'intérieur de toi, était toi, et d'un mhm. coup, hop, tu prends un peu de distance et tu le vois comme quelque chose qui n'est plus en toi, mais qui est juste devant toi. Il y a une petite distance comme ça. Tu observes une part de toi. Il y a un peu de tout, ouais. Il y a cette dimension-là, surtout que moi, je parle beaucoup. Alors là, je vais pas parler que de moi, mais aussi dans mes orientations théoriques en psychologie, partir du principe qu'on a tous à l'intérieur de nous différentes parties. Et donc, Mhm. l'idée, c'est de pouvoir identifier ces différentes parties. Et il y a certaines parties qui peuvent nous faire souffrance, qui peuvent être dysfonctionnelles. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir pas supprimer ces parties-là. On ne veut pas supprimer les parties, mais de leur trouver un autre rôle qui nous fasse moins souffrance et qui soit moins dysfonctionnel.
Vous pouvez observer, vous vous rendez compte déjà rien que ça, si je vous dis selon les personnes avec qui vous êtes, par exemple, vous pouvez agir différemment. Donc, il y a plusieurs parties de vous qui peuvent être activées. En fait, il y a aussi ce questionnement, et j'en avais un petit peu parlé dans le podcast sur l'anxiété sociale. Je ne sais plus le combien c'est, mais si ça vous intéresse, Mhm. ce podcast-là avec Lénique, on vous parle de l'anxiété sociale. C'était de me rendre compte, en fait, qu'il y avait porter des masques, en fait. C'est que du coup, dans certaines situations, j'étais pas moi. Et du coup, c'est là on revient à cette idée voilà, d'identité. Et en fait, me poser la question, mais en fait, qui c'est moi? Tu vois, de se dire, mais là, je suis comme ça, Mhm. là, je suis comme ça. Et après, je démêle tout ça. Enfin, avec la psychologie, avec ma propre auto-thérapie aussi à l'époque, c'est d'identifier d'où ça vient, toutes ces choses-là. En fait, me rends compte que j'ai construit pas mal de mécanismes de protection, de masques, Mhm. devant les autres notamment. Et il y a eu ce gros questionnement qui a découlé de ça. J'ai identifié différentes parties et j'ai eu un moment donné, mais en fait, qui je suis. Vraiment ce truc existentiel de j'ai ça, 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 ça. Qu'est-ce qui m'appartient réellement? Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, bien sûr, tu l'as eu en fait, cette réalisation de ce vrai questionnement profond de qu'est-ce qui reste, quoi. Mm. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vu chez des personnes qui ont vécu pas mal de traumas et notamment, excusez-moi, le chat fait des On a vraiment apparitions un visiteur félin. aujourd'hui. Oui, Des c'est parce qu'en personnes qui fait, ont... Oui, il a pardon, un vas-y. truc, il a un délire, c'est qu'il veut se poser, genre, dans mes bras. Ah, Mais là, il n'a pas la place. Donc ça l'emmerde. Voilà, c'était la c'est petite ça. interruption, mais ça nous permet des fois de, de rendre le truc plus C'est ça, simple ça et fait une pause ça dans la allège. réflexion existentielle du jour de qui suis-je et qui je ne suis pas. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les personnes qui ont vécu des traumas complexes Mhm, et qui en fait ont construit comme ça plusieurs couches de défense, de mhm, mécanismes de protection et qui se rendent compte en fait que la plupart des choses qu'elles ont développées, c'est finalement des mécanismes de protection. ouais, Et du coup, de se demander, mais en fait, qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est mon mécanisme de protection? mhm. Et je donne cet exemple-là parce que enfin, c'est plus courant qu'on ne le pense, en fait, cette idée que finalement, on a développé certains comportements, certaines manières de penser qui ont un rôle spécifique, mais qui posent la question de est-ce que c'est vraiment moi ou pas? C'est hyper intéressant parce que là, tu vois, ça se rejoint énormément sur toutes ces philosophies, particulièrement les philosophies védiques. Donc, en fait, les philosophies védiques, c'est les premiers yogis, on va dire, les Védas, donc qui ont passé énormément de temps à essayer de comprendre ce qui se passait dans notre tête. Ils ont justement eu ces grands questionnements, qui suis-je, etc. Alors, ils se sont assis et ils ont observé leur mental pendant des vies, puis après un autre a pris le relais, et puis ils se transmettaient comme ça, petit à petit, et pendant des millénaires, ça s'est fait, en fait, cette exploration du mental, c'est ça le yoga en partie, hein. Et le bouddhisme aussi l'a fait énormément, comprendre ce qui se passait dans sa tête, etc. Et il y a des choses qui sont qu'on a observées qui sont un petit peu les mêmes, tu vois, parce que dans la psychologie, on observe beaucoup on se met sur un point de vue d'observateur et on regarde ce qui se passe chez les autres. On fait des études, on les met dans des situations, on essaie de comprendre comment le mental se passe et on observe en fait les comportements, etc. Et puis eux, ils ont fait une approche un petit peu différente. C'est pas mieux ou pas bien, c'est juste on arrive à un axe, c'est un chemin différent ou c'est plus genre observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait. Et ils ont observé, en fait, ces choses-là, les mêmes choses dont tu parles, où on a différentes choses qui construisent, en fait, ce qu'on est et comment notre mental se construit et tout. Et par exemple, ils ont observé qu'il y avait différentes parties, comme la partie émotionnelle qu'on appelle le manas. Il y a aussi la partie qu'on appelle le buddhi, et qui est l'intellect.
Ça, c'est la partie réflexion, tu vois, celle qui va essayer de calculer, comprendre, intellectualiser, etc. Il y a aussi une grande partie qui est l'AMCAR. Et ça, c'est la partie de l'ego, de l'identité, justement, qu'on se forge. Et là, on est vraiment dedans. Il y a des pratiques qui touchent à ça. Il y a toutes des compréhensions vraiment d'une partie que l'on appelle l'AMCAR. Et puis, il y a les samskars qui sont comme des traumas, des choses comme ça, que l'on garde à l'intérieur, qu'on va aller récupérer quand la situation, elle est similaire, etc. Et puis, il y a le sita, qui est aussi une partie plus inconsciente du mental, qui est plus l'écran sur lequel les choses se déroulent. Donc, en fait, ils ont un petit peu observé toutes ces parties-là et ils expliquent, en fait, un petit peu que, justement, notre ego, notre AMK, elle est composée de plusieurs choses, notre identité. En partie des samskars, c'est-à-dire de ces traumas, des choses qu'on a apprises, ces identités qu'on a pu construire pour se protéger, qui sont en général très chargées émotionnellement. C'est souvent des événements, comme on disait, hein, traumatisants, ou en tout cas qui ont eu un impact émotionnel très fort et qui sont un petit peu là inconsciemment et qui de temps en temps remontent, etc. Il y a aussi toute une partie qui construit l'identité, qui pour eux est ce qu'on appelle les vasanas. Les vasanas, c'est les automatismes. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est les comportements automatiques que l'on a. Par exemple, un samskar peut déclencher un vasana, c'est-à-dire qu'un événement peut être rappelé de temps en temps et déclencher une suite d'actions automatiques dans nos comportements, dans nos émotions, dans nos pensées même. C'est-à-dire que je suis sûr que si vous réfléchissez un petit peu, il y a des moments où vous vivez des choses et c'est exactement les mêmes pensées qui viennent les unes après les autres. Et à chaque fois que vous êtes dans cette situation, c'est exactement la même pensée, exactement les mêmes mots, dans le même ordre, et on les répète. Et ça, on appelle ça des vasanas. C'est comme si le cerveau, il avait un petit programme automatique, et dès qu'on lui disait, ah, c'est l'entrée, on appuie sur le bouton, et il déroule le programme. Tu vois, et il te le fait vivre. On a donc ce genre de choses. Et la dernière chose qui compose beaucoup notre identité, c'est ce qu'on appelle les klishtas. Les klishtas, c'est nos croyances, nos interprétations du monde. C'est un petit peu ce qui se met entre ce qu'on perçoit et ce qu'on tire comme conclusion. Ça vient déformer notre vision du monde. Et par exemple, ça peut aussi être des croyances sur nous, de qui on est. Et ça crée en fait notre identité. Par exemple, si on a toujours eu des problèmes, des mauvaises notes à l'école en français, par exemple, on va se dire qu'on est nul en français, on est nul pour écrire, par exemple. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps. Je pensais que j'étais nul pour écrire parce que j'étais pas bon en orthographe à l'école. Et d'un coup, on se crée cette identité-là. On se met une étiquette, on se met une identité dessus. Et en fait, justement, une recherche de toutes ces philosophies-là, c'est d'aller, comme tu le disais, observer toutes ces conclusions-là. Toutes ces étiquettes, ces identités, ces trucs-là qu'on a posés, on essaie de les découvrir un petit peu. Tu vois, comme tu disais en psychologie, c'est pareil, tu vois, on va aller chercher un peu ces choses-là, essayer de les faire passer d'un comportement inconscient à une observation consciente. Donc, je trouve fascinant que à des décennies, des millénaires différents, des philosophies avec des langages complètement différents, des approches complètement différentes, que finalement, on se rejoint quand même pas mal sur des observations, en fait, des réalités de ce qu'on vit au quotidien. Mm, mm, mm. Oui, tout à fait. Et là, quand tu as évoqué les parties, ça m'a aussi fait penser à comment, alors, à savoir qu'aussi, au final, en fait, on a des manières de dire les choses qui sont différentes et de les classifier un peu Mhm, d'une manière totalement. différente. Mais sur le principe d'avoir différentes parties et d'aller chercher, voilà, en s'auto-observant euh, quelles parties sont présentes, on retrouve ça. Ouais, c'est du coup super intéressant d'entendre parler de ça. Et alors moi, comment je l'ai conceptualisé, là je parle, c'est personnel. C'est Mhm, pas, voilà, moi j'ai tendance à prendre un petit peu des différentes orientations et de créer un petit peu ma propre pratique aussi à partir d'une base scientifique de différentes orientations.
Et du coup, j'ai conceptualisé ça donc, en différentes parties, avec notamment des parties psychosociales. Donc là, Mhm. ça va être toute l'influence de la société sur nos croyances, notre construction. Parce que, partons du principe que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, il dépend de tout ce que vous avez vécu avant. Et donc, ça dépend aussi de la société dans laquelle vous avez grandi, de l'époque à laquelle vous avez grandi. Donc, typiquement, une partie psychosociale, ce serait différence de genre, par exemple, en tant qu'homme ou en tant que femme. Et donc, Mhm. développer des croyances par rapport à ça, et c'est des croyances à la fois sur soi-même, et aussi, ça peut être sur les autres. Donc, il y a ces parties-là psychosociales, et parfois, elles peuvent être dérangeante parce que du coup, les croyances développées par rapport à ça, je dis n'importe quoi, vous êtes une femme et vous avez envie d'être mécano, travailler dans un garage, mais en fait, on vous dit depuis que vous êtes petite que bah, ça, c'est un truc de mec et que en fait, les femmes, elles font pas ça. Bah, possiblement, en ayant intégré ça, vous dites, bah, je suis une femme incompatible avec Ouais. faire de la mécano et Mhm. donc je vais pas faire de la mécano, mais vous allez ressentir enfin, la souffrance ou en tout cas être pas bien parce qu'il y a un désalignement entre ce que vous voulez faire et la perception de ce que vous devrez faire. Ça, c'est un exemple. Il y a les parties protectrices que j'ai déjà commencé un petit peu à évoquer. Donc, c'est toutes les manifestations. Donc, je rejoins un peu ce que tu dis sur la dimension, il y a les croyances et le comportement aussi qui est lié Exactement. avec. Euh, donc, protectrice donc c'est votre cerveau qui perçoit un danger, que ce soit subjectif et objectif. À nouveau, ça peut dépendre de tout ce que vous avez vécu avant et qu'est-ce qui a été dangereux pour vous en grandissant. Typiquement, si je reprends mon exemple sur l'anxiété sociale, danger, c'est, je sais pas, il y a une discussion avec plusieurs personnes en groupe et à l'époque, je vais avoir peur de m'exprimer parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Donc ça, c'est typiquement un danger Mhm. subjectif. Et donc, une des manifestations des parties protectrices, ce serait de dire que je suis d'accord avec un tel, je me mets d'accord avec un tel alors qu'en vrai, je ne le suis pas, mais juste pour éviter le rejet. Donc ça, c'est une des manifestations. Il y a partie aussi authentique qui va être là, du coup, justement, dans l'exemple que j'ai donné, l'authentique, ce serait je dis mon opinion, ce que je pense réellement, qui est contré par la partie protectrice, qui va empêcher de dire l'opinion. Donc, souvent, la partie protectrice, elle va un petit peu refouler la partie authentique. Et à noter que la partie authentique, c'est pas le vrai vous, parce qu'en vrai, et ça, c'est un peu la solution finalement que j'ai trouvée à cette question, mais qui je suis et qui je ne suis pas, vous êtes toutes ces parties. Tu vois, quand je le dis, ça me fait penser à ce que tu me disais sur je suis à la fois tout et à la fois rien. Tu vois. Mhm. En fait, on est cette addition, cette combinaison, complémentarité de tout. Et c'est ça aussi à garder en tête, parce que souvent, on peut se réduire à un comportement et à une chose. Et ça me fait penser à un autre truc. Tu me dis si je dérive trop dans, Non, 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 dans mes c'est très explications. intéressant. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais pour l'instant, non, non. Attends, moi j'ai parlé bien là tout à l'heure. Vas-y, continue. C'est fascinant. Euh, donc, ce que j'évoque sur de prendre en compte que vous êtes un tout, c'est notamment quand on va se focaliser sur soit une problématique qu'on a, une difficulté ou un diagnostic, où en fait, ça va devenir que ça. C'est-à-dire qu'on va Mhm. prendre cette caractéristique de nous et ça devient tout nous. Et on peut notamment voir sur la formulation. Par exemple, vous dites je suis anxieuse sociale Mhm. ou je suis schizophrène. Mhm. Et en fait, en associant le je suis avec, donc là, l'exemple que je te donne, c'est le diagnostic, ça fait de vous juste ça. Ouais. Alors qu'en fait, vous êtes bien plus que ça. Donc, moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est de passer du je suis à j'ai. Donc, par exemple, je suis anxieux social, ça devient j'ai de l'anxiété sociale. Et Montrer que c'est ça, bien c'est une hyper entité. important. Ça, je te rejoins à 100% là-dessus. Hyper important et c'est une des grandes parties vraiment du travail méditatif et de cette exploration. C'est justement, quand je disais tout à l'heure que j'évite d'avoir des identités, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis un enseignant en méditation, qu'il n'y a pas des moments où je suis un coach ou un créateur sur YouTube, sur Internet, etc. La question, en fait, c'est de savoir si on s'y identifie
et qu'on le Mm. prend comme quelque chose d'absolu. Moi, je trouve que les maladies ou les problématiques ou ce genre de choses, c'est l'exemple parfait. Parce que si tu te dis je suis anxieux social, qu'est-ce qui se passe quand tu te dis ça? Tu définis quelque chose d'absolu. C'est une limite, ça ne peut plus changer parce que tu es ça. Donc, il n'y a pas de possibilité que dans un cadre, peut-être que tu vas pas ressentir cette anxiété sociale, peut-être que dans cette situation-là, ça va se passer différemment, etc. Non, puisque tu es un anxieux social, point final. Mm. Et plus cette identité, elle va être forgée en toi, et plus ta zone de liberté, etc., elle va diminuer, parce que de plus en plus, cette vérité devient une identité. Et pour toi, la seule chose qui existe. Et je dis pas ça pour juger, hein, du tout. Mm. C'est vraiment juste un processus insidieux qui est là, en fait, qui explique le danger des identités, en fait. Danger des identités, c'est que plus tu t'accroches à une identité, moins tu es capable de la changer. Plus tu vas t'identifier à une maladie, moins tu as de chances de la guérir en faisant les bonnes actions, etc. Ça ne veut pas dire que le moment où tu t'y identifies plus, hop, t'es soigné. Pas du tout. Mais ça veut dire que le moment où tu commences à moins t'identifier, tu te donnes la possibilité qu'il existe un monde où tu ne l'es plus. Que tu peux faire des actions qui vont te permettre de t'éloigner de plus en plus de cette problématique. Même dans des trucs physiques, hein, je veux dire, plus tu te dis que tu as telle ou telle maladie, etc., et ben, plus l'espoir de guérison, il s'envole. Ça devient, non, moi j'ai cette maladie, c'est une fatalité, ça peut pas changer. Mm. 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 Tu peux plus t'en échapper, en fait. Et je pense que c'est là le gros danger des identités, c'est là où c'est fourbe, c'est que on peut plus faire autre chose que ça. Qu'est-ce que tu en Mm. penses? Je suis totalement d'accord avec toi et avec cette notion en fait que ça t'enferme et que ça peut te bloquer, t'empêcher d'essayer de faire évoluer la situation. Parce que c'est un peu ce côté résignation, fataliste. Oui, mais de toute façon, moi, je suis comme ça. Mhm, Ou j'ai toujours été comme ça. Il y a aussi ce truc-là, oui, mais j'ai toujours été comme ça, moi, je suis comme ça. Mais en fait, en soi, t'es pas que ça. Et en plus, il y a un truc génial du cerveau qui s'appelle la neuroplasticité, où tu peux changer toute ta vie. C'est-à-dire que même à 90 ans, tu peux changer de comportement, tu peux changer la manière dont tu penses. Alors, plus tu vieillis et plus c'est difficile parce que ça s'est rigidifié avec le temps, mais c'est encore possible. Donc, tu as la capacité, et ça, c'est vraiment à bien se retenir, c'est que en tant qu'être humain, on a la capacité à évoluer et à changer jusqu'à la fin mhm, de notre vie. Il y a des choses qui vont être plus ou moins difficiles à changer parce que plus elles sont ancrées en nous et plus il y a une dimension émotionnelle, bah, ça va un petit peu rigidifier les choses. Mais pourtant, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas possible que ça évolue et que ça change. Et donc, sur ce côté de prendre de la distance, finalement, c'est ça, entre quelque chose auquel vous identifiez à quelque chose, vous dites, bon, bah, c'est une partie de moi, c'est une caractéristique de moi, c'est un élément. Et si j'ai envie que ça bouge, eh ben, c'est possible. ah. C'est à un moment T, en fait. Mhm. Si, je reprends l'exemple que j'avais, j'étais mauvais en orthographe à ce moment-là. Donc, je suis nul en écriture. Je pourrais jamais faire de ma vie quelque chose qui peut écrire. Ouais, mais non, en fait. C'est à ce moment-là, je suis pas assez fort en orthographe. C'est juste ça peut être une vérité. Je peux être à ce moment-là, vraiment, j'ai besoin de travailler mon orthographe, je fais plein de fautes, etc. Ouais, mais ça veut pas dire que je suis nul en orthographe, point final, et ça sera le cas toute ma vie. Mm. Il y a une évolution qui peut être faite encore. Et ce qu'on évoque, ça me fait penser aussi, tu as utilisé le mot étiquette. Les adultes, ils ont beaucoup tendance à faire ça sur les enfants, Mhm. de dire un tel, elle est comme ça. Oh, elle est intelligente, cette petite. Ouais. Oh, bah celui-là, par contre, il a du mal, hein, ça va être compliqué pour lui. Et en fait, il faut savoir que les enfants, ils se construisent, ils construisent la représentation qu'ils ont eux-mêmes
en fonction de l'image qui leur est renvoyée par les autres. Mhm. Donc, que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants. Et plus on va leur répéter quelque chose, ben, plus ça va s'ancrer à l'intérieur d'eux-mêmes et ils vont avoir ensuite des croyances en étant adultes qui sont en lien avec ce qu'on leur a répété. Mhm. Et en disant comme ça, même si c'est des compliments, il y a eu des études scientifiques là-dessus qui ont été faites, c'est la notion d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de Mhm. développement. Tu dois connaître, je pense, ouais, Yannick. Pas, Euh, pas avec ces mots-là, etc. Mais c'est effectivement. growth mindset et fixed mindset. Mhm. Et en gros, ils se sont rendus compte que quand on disait à des enfants des compliments avec un tu es, donc avec la notion du verbe être, identité, en fait, ça leur faisait développer ce qu'on appelle un état d'esprit fixe Mhm. parce qu'on figeait en fait cette capacité-là. C'est-à-dire que soit ils l'ont pas. En fait, ça rend la chose blanc ou noir, un peu duel. Mhm. Euh, et ce qui fait qu'en grandissant, ils gardent ce type de croyance-là. Alors que s'il est complimenté en leur disant oh, ton travail, il est super bien fait, Mhm. et de donner comme ça des compliments plus sur le processus. Ah, j'ai vu que tu avais super bien travaillé pour ce que tu as fait. Ça change complètement la manière de voir les choses. Ouais. Parce que là, ce qui est mis en avant, c'est la capacité à se développer et à réussir plutôt que ce côté fixe de tu as réussi parce que tu es intelligent. Parce que si tu dis, oh, tu es intelligent, c'est que tu as réussi parce que tu es intelligent. Donc ça veut dire que si tu réussis pas après, ah bah t'es quoi, t'es con, t'es pas Et oui, intelligent. et ça, c'est fascinant. Mm. Ça, c'est vraiment fascinant parce qu'on pense, hein, on se dirait qu'il y a des identités positives et des identités négatives. Et que, alors, plus on va avoir des identités négatives, genre je suis pas intelligent, ça va pourrir notre vie. Et que si on se dit je suis intelligent toute notre vie, alors, c'est ça, c'est des trucs qui sont très présents aussi dans le dev perso. Tu te regardes dans le Mm. miroir, je suis intelligent, je suis une personne intelligente, etc. Ben, en fait, ça peut faire autant de mal. Mm, mm, mm. Parce que, par exemple, il peut y avoir des petits trucs, parce qu'il y a un petit truc qu'on appelle l'ego, en fait, et qui va venir. L'ego, en fait, c'est le protecteur de notre identité. On va l'appeler comme ça. Et en fait, ce qu'il peut faire, c'est que, par exemple, si on nous a dit toute notre vie qu'on était intelligent, et t'en as parlé juste avant, et je voulais aller un petit peu plus profond là-dedans. Si on nous a dit toute notre vie, toi, tu es quelqu'un d'intelligent, etc. Alors, on arrive à l'école, tout est simple. On est intelligent. On enchaîne, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Puis on commence à aller dans des études un peu plus hautes. Puis là, ça commence à devenir galère. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail à faire, et puis c'est plus si simple que ça. Donc, on va avoir un peu plus de difficultés. Le problème, c'est que ça vient clasher avec notre sentiment. Ben, normalement, ça devrait être facile puisqu'on est intelligent. Donc, on ne devrait pas avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, beaucoup, ils vont moins travailler. Mm. Ils vont ne plus rien faire. Parce que je suis intelligent, mais je suis aussi paresseux. Et c'est pour ça que j'y arrive pas. Moi, je l'ai fait, ça. Pendant une période de ma scolarité, parce que justement, j'avais cet ego qui venait me dire que je devais être quelqu'un d'intelligent, parce que ça faisait partie de mon identité. Et ben, quand j'ai commencé à avoir plus de difficultés, et ben, je me suis dit, moi, je travaille pas, tu sais, je fais les choses au dernier moment et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai eu une mauvaise note. C'est parce que j'ai pas assez travaillé. C'est pas parce que c'était difficile. Si j'avais travaillé à fond, bien sûr que j'aurais réussi. Mais moi, je suis un flemmard. Tu vois, Mm. moi, je suis comme ça aussi. Et boum, tu rajoutes une identité. Tu rajoutes une identité pour protéger la première. Ouais. Et donc, en fait, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de travailler parce que si tu travailles et que tu rates quand même, ben, Mm. en fait, c'est que t'es pas si intelligent que ça, peut-être. C'est pas une réalité ou une vérité, hein, c'est juste ce qu'on se raconte à Mm, mm, nous-mêmes. mm, mm. C'est une observation. Après, factuellement, est-ce qu'on est intelligent, pas intelligent, ça peut être un débat de long et en travers. Mais en tout cas, par rapport à nous-mêmes, si on a travaillé comme pas possible, qu'on a tout donné et qu'on se chope une mauvaise note, hum, oh, ça fait mal. Donc l'ego, en fait, il va nous protéger en évitant de travailler. Comme ça, on n'a pas besoin de se confronter à une réalité. On n'a pas besoin de remettre en question notre identité. Et là, vous voyez à quel point une identité même positive
peut être une limitation dans votre vie. Parce que si on s'accroche à cette idée qu'on est intelligent, eh ben, on va potentiellement rentrer dans des comportements d'auto-sabotage, etc., pour éviter de descendre de notre piédestal où on se croyait intelligent. Et on se limite en fait énormément dans votre vie, etc. Et beaucoup de fois, en fait, on remarque que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, etc., eh ben, en dessous, c'est souvent qu'il y a cette forme d'identité qu'on n'a pas envie d'aller confronter à la réalité. On n'a pas envie de déchirer, d'exploser, parce qu'il y a justement cet ego qui vient à la fois, à chaque fois, en disant genre, non, 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 non. Et pareil dans l'autre sens, hein, si on est à fond attaché à je suis pas intelligent, eh ben, on va essayer, notre ego, il va essayer aussi de dire, genre, non, non, mais donne pas tout ce que tu as parce que, tu sais, toi, t'es pas quelqu'un d'intelligent, alors ça sert à rien, tu vois. Pareil, il essaie de protéger cette identité. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une identité, elle est confrontée, ça fait mal, extrêmement mal. Et on le voit, la plupart des gens, d'un coup, par exemple, qui s'étaient accrochés à une identité de travail, imaginons, moi, je suis un avocat. Si jamais un jour ils sont plus capables de pratiquer pour X ou Mm. Y raison et que c'était toute leur identité, mais ces gens-là, souvent, ils font des dépressions, voire des dommages à leur propre vie. Et ça, c'est parce que d'un coup, ils n'arrivent plus à vivre avec une part de leur Mm. identité qui leur a été arrachée. La douleur est tellement forte. C'est pas comme si on leur avait enlevé une petite étiquette qu'on leur avait collée sur le pull, tu vois, et que genre juste on l'a décollé. Bon, ben voilà, ok, c'est pas grave, hein. Non, 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 non. On leur a arraché un bras. On leur a arraché une partie d'eux-mêmes. Et ça fait super mal. Et c'est pour ça qu'on a tous ces choses-là qui protègent en fait notre intégrité, notre identité, pour éviter d'aller souffrir et de s'arracher quelque chose qui est trop important pour nous parce que ça définit notre vie. Et ce que tu évoques, ça me fait même penser, pour aller aussi plus loin sur cette dimension-là, c'est aussi de focaliser son identité sur un élément. Parce que là, par exemple, dans ce que tu disais, si la personne se voit que comme étant comme ça, eh bien, s'il n'y a plus cette chose-là sur laquelle elle se définissait, en fait, il y a tout qui s'écroule. Et ça m'a fait penser aussi, notamment aux personnes, la transition avec la retraite. Tu vois, des Mhm, personnes qui étaient exactement, super ouais. actives dans leur travail. Et là, tout d'un coup, enfin, tout d'un coup, il n'y a il y a plus de travail. Et en Ouais. fait, là, bah, risque de dépression, possiblement. Mhm, Parce qu'en fait, comment elle se définissait, comment elle se voyait, c'était que à travers le travail. Et quand il n'y a plus ça, en fait, elles sont quoi? mhm, Elle peut se sentir être plus rien, en fait. Elle peut avoir un sentiment de vide important. Et autre exemple aussi, des mères qui vont se définir comme mères, mais en faisant ça comme toute leur vie. mhm. Et du coup, quand les enfants ils partent, Ouais. il reste quoi? Et donc ça montre bien, je suis sûre que les exemples là, qu'on vous donne, ça vous parle, de l'importance de pas de s'attacher à un élément, une caractéristique, parce qu'en fait, ça vous fait être dépendant finalement de quelque chose. Et la vie, bah, voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Parfois, il y a des choses qui arrivent et auxquelles on s'y attendait pas et qui peuvent nous enlever certaines choses. Et en fait, c'est de pouvoir construire votre identité sur plusieurs éléments. Alors, je sais pas, toi, parce que dans ce qu'on évoque, peut-être que toi, Yannick, et peut-être tu pourras parler de ça aussi, de ne pas finalement définir son identité. Moi, pour moi, enfin, je pense déjà personnellement, voilà, en général, comment je vois les choses, que c'est important d'avoir un sens de soi, une identité, parce que ça permet aussi d'avancer dans la vie et de réaliser des choses aussi, Mhm. mais pas de caler ça sur un seul élément. En fait, c'est totalement vrai ce que tu dis parce que, en gros, là, la différence entre quelqu'un qui va avoir plusieurs identités et puis qui va être moins sur une seule, en fait, c'est le niveau d'attachement. Mm. Et
si tu n'as qu'une seule chose, ton niveau d'attachement à ce truc, il est à 100%, on va dire. Tu vois, 100% de ta capacité d'attachement, elle est sur ce job. Parce que c'est ça ton identité. Plus tu as de choses et plus ton attachement, il est diversifié, en fait. Et donc, à la place de t'arracher la tête, on t'arrache le petit doigt. Ça fait mal, mais ça fait moins mal. Tu Mm. peux continuer d'exister. Donc, en fait, ça reste une identité, ça reste un attachement, ça reste quelque chose qui va te poser des problèmes si c'est inconscient. Et c'est là qu'on va parler vraiment de la différence, en fait, dans ces traditions. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut plus avoir d'identité. C'est pas la question, en fait. La question, c'est de savoir si on y est attaché. Est-ce qu'on le prend comme quelque chose qui fait partie de nous ou quelque chose qui a un fonctionnement, en fait, une utilité, quelque chose avec lequel on a une petite distance, en fait? Parce qu'on peut avoir des tonnes d'identités, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire on peut avoir plein d'étiquettes. Et en fait, moi, je préfère le terme étiquette que le terme identité. Je pense que c'est plus sain d'avoir une étiquette, parce qu'une étiquette, tu peux l'enlever, tu peux la remettre selon les situations, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Parce qu'en vrai, on n'est pas la même personne quand on est en famille, quand on est au travail, quand on est à tel ou tel endroit ou dans telle ou telle situation. Je veux dire, si tu fais face à une situation où il y a du danger, il y a tu dois Mm. sauver des gens, tu vas pas être la même personne que quand tu es à table, un repas de famille et que tu racontes des blagues, des papa jokes, comme on dit, tu vois. C'est, c'est deux mondes différents. Pourtant, tu es toujours toi. Il y a quelque chose qui est toujours là. Donc, c'est ni ça ton identité, ton vrai visage. Pourtant, tu peux être ces deux choses à deux moments. Tu peux être une maman, tu peux être aussi une personne qui travaille, une chef d'entreprise, à la fois une maman, à la fois une femme pour ton mari, à la fois tu peux être la fille de ta maman, tu peux être, enfin, tu vois, on a des tonnes de choses comme ça. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on y est vraiment attaché ou est-ce qu'on l'observe comme juste des masques qu'on met, etc., et qui finalement c'est OK, c'est pas obligé de, enfin, c'est pas ça qui nous définit. Il y a une méditation qui est incroyable, qui est la méditation des toilettes. Ouais, ouais, alors la méditation du caca, c'est comme vous voulez. Si, 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 si. Ouais, Je veux en les gens, ils savoir s'attendent plus là. toujours, voilà, les gens, ils s'attendent toujours à des méditations, des trucs profonds, etc. Non, non, moi, je vous propose la méditation du caca, là. La méditation du caca, c'est quoi? Méditation du caca, c'est de se poser la question quand on va aux toilettes et de se dire c'est qui fait caca. Et en fait, la réalité, c'est que quand on va faire caca, on est tous pareils. On n'est ni un grand avocat, je veux dire, tu prends un président, il va faire caca, et sur les toilettes, bah, il n'est pas beaucoup plus fier que nous, tu vois. Ce qui sort, c'est la même chose. Et en fait, on s'attache à beaucoup de choses comme ça, mais la réalité, c'est que dans l'action, on est juste. On n'est pas toutes ces identités, il n'y a pas beaucoup de différence. La première fois que je suis allé m'entraîner au temple en Chine, notre maître, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, moi, faut pas me mettre là-haut. Je suis pas mieux que vous. Je mange et chie comme tout le monde. Et oui, en fait, ça, c'est un petit truc qu'on peut se rappeler pour notre ego. C'est que toutes ces identités et ces choses qu'on se met face à nos toilettes, hein, quand on fait caca, elles comptent plus. Mais on peut le réfléchir autrement. On peut se dire, quand on est dans la tombe, ça compte plus non plus. On est juste un corps, et voilà. C'est tout. Ça compte plus du tout, toutes ces identités. C'est des choses qu'on se raconte. Mais c'est des choses qu'on invente, entre guillemets, qui nous permettent de Mhm. fonctionner dans notre société. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur importance, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on en est conscient ou est-ce qu'elles nous drivent au quotidien et nous limitent, nous font faire des choses qu'on ne décide pas, nous envoient d'un côté à l'autre, etc. Parce que justement, notre ego essaie de protéger nos identités et nos trucs comme ça. Parce que si vous avez le sentiment de tourner en rond dans votre vie, etc., c'est sûrement qu'il y a souvent votre ego qui vient et qui vous dit que non, il ne faut pas faire ci. Ah si, si, il faut se comporter comme ça, etc. On voit, les gens, plus on a un ego fort, etc., plus en général, on est un petit peu un con dans certaines situations, on va dire ça comme ça.
C'est parce que c'est la réalité, c'est que la Mhm, réalité, c'est qu'on n'est pas conscient à ce moment-là. On est sur un automatisme, on essaie de se protéger. Donc en fait, c'est ça, la méditation du caca, c'est juste revenir à la simplicité qu'on est juste mhm. un humain en train de faire caca, quoi. C'est tout. Voilà, c'est pour la petite blague, hein, en même Non, temps, hein. mais c'est super, super intéressant parce que du coup, ça permet aussi de changer de perspective, ou en tout cas enfin, quand tu dis ça comme ça, oui, enfin, tout le monde va être d'accord, ok, foutu Ouais, c'est caca. ça. Enfin, voilà, c'est pas. Et du coup, ça enlève aussi de la pression, je trouve, tu vois. Euh, Exactement. C'est le cas de le dire. Voilà. Ah, vous aviez pas Euh, encore découvert hein, mon humour. ouais, non, non, mais très bien. Good vibes, on aime, on aime. Du coup, ça m'a perdu dans ce que je voulais dire. Ben, on revient à la simplicité. Tu nous disais Oui, on revient à la qu'effectivement, simplicité et un autre élément aussi que je voulais évoquer, c'est la notion de choix. Parce qu'en fait, tout ce que je disais là jusqu'au moment où on ne se questionne pas, finalement, la personne que vous êtes, vous ne l'avez pas vraiment choisie. C'est pas cool à entendre, mais c'est réel. Vous n'avez pas choisi de penser que vous êtes nul en maths, vous n'avez pas choisi de penser que vous ne méritez pas d'être aimé, par mhm, exemple. C'est vraiment en fonction de tout ce que vous avez vécu avant. Et en fait, l'idée, c'est pour moi de pouvoir choisir qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. D'où le fait de sortir de ces automatismes, de commencer à s'auto-observer, à vraiment identifier qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qui vous voulez être. Et si vous n'y êtes pas encore, ça ne veut pas dire que vous ne le serez jamais. Parce qu'à nouveau, neuroplasticité, vous pouvez évoluer. Ça pourra être difficile, ça, je ne vous le cache pas, hein. Surtout quand on parle de changer des automatismes, changer une identité qui a été construite au fil du temps, c'est pas évident. Pour autant, c'est possible. mhm. C'est hyper intéressant cette notion de choix dont tu Mhm, parles. Parce que, en fait, nos identités, quand elles sont inconscientes, c'est ça qu'elles font. Elles enlèvent le choix. mhm. Tu les subis, mais tu les choisis pas. Et comme tu le disais, le fait de les choisir, eh ben, c'est en fait les observer. C'est quand tu les observes, tu peux décider de la garder ou de l'enlever. Et donc, en fait, se rendre compte de ces identités, c'est retrouver le choix de. Et c'est pas tout ou rien. En fait, c'est pas genre, t'es quelqu'un qui est à fond dans l'ego, qui a toutes ses identités, qui est attaché à tout, ou alors t'es un moine illuminé et tu n'as absolument plus d'attache dans ce monde, etc. Non, chaque petite identité que tu seras capable d'observer te redonnera une liberté, te redonnera un choix. Tout à fait. Et ça peut aussi évoluer. C'est-à-dire que là, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez prendre une direction, vous dire, bah, moi, je veux être plus comme ça, et ça se trouve, dans 5 ans, dans 10 ans, en fonction du contexte de vie, bah, peut-être que vous allez prendre une autre direction, en tout cas une direction un peu différente. Et c'est OK aussi de changer. Mhm. Parfois, il y a un peu ce côté, bon, déjà, les êtres humains, ils n'aiment pas trop le changement, parce que ça fait peur, le changement. Mais aussi, vous avez sûrement eu ce genre de remarques des personnes entourées qui vous disent, ah, mais toi, t'as trop changé, t'es pas comme ça avant. Et j'ai envie de dire, mais tant mieux, parce que l'être humain, il est là pour changer, pour évoluer. Tant que vous changez dans une direction qui vous convienne et vous faites du mal à personne et que voilà, vous faites des choses qui sont respectueuses, en fait, moi, je vois ça, le parcours de vie, comme un parcours d'évolution aussi et de changement. Et à chaque fois, on affine justement qui on a envie d'être. Et vous n'avez pas à trouver la réponse à l'instant T ou en une fois. C'est quelque chose qui peuvent se construire aussi. Là, moi, je sais que j'ai envie plutôt d'être cette personne, mais je sais qu'avec le temps, ça peut aussi s'affiner, se moduler. C'est pas un truc ou une réponse comme ça rapidement. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas la réponse que vous pouvez pas déjà commencer le changement.
pense qu'un bon moyen de commencer, en fait, ça c'est plus à mon avis, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on veut être et de se remettre une identité supplémentaire, c'est peut-être une piste qui pourrait être intéressante, ça serait de quelles actions on veut mettre dans ce monde. Mhm, Qu'est-ce qu'on veut projeter? Qu'est-ce qu'on veut rayonner? Et ça, je dis ça, mais c'est pas un truc genre, oui, je vais rayonner de l'amour, etc. Genre, ouais, cool, si tu fais ça, génial. Mais genre, au-delà de ça, genre vraiment concrètement, est-ce que si tu as envie d'être un partenaire différent, ben peut-être que mhm, plutôt que de rester sur tes affirmations, tes choses que tu crois tout le temps, etc., ben la prochaine fois que vous avez une engueulade, et ben juste de prendre le recul et écouter. Parce que tu as envie d'un partenaire plus à l'écoute, que tu as envie de projeter ça. Donc juste dans les actions, en fait, même des mm, petites choses, etc., ça va commencer à faire un énorme poids, en fait. Parce que si tes actions changent, ton identité ensuite mm. a probablement des chances de se détacher un petit peu et que tu puisses petit à petit en t'en détacher, on va dire. Mm, mm, mm. Tout à fait. Et ça me fait penser ce que tu dis aussi sur la, la construction, formation d'identité. Il y a la dimension croyance, mais aussi il y a la dimension comportement. Et en fait, vos comportements vont aussi influencer la manière dont vous vous percevez. Mhm, Si par exemple, vous dites, vous avez une présentation à faire au travail, et vous vous dites, ah non, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Enfin, moi, je ne sais pas parler à l'oral. Et en fait, vous faites la présentation, ça se passe plutôt bien, vous avez un bon retour des gens. Et là, il y a un truc qui se passe dans votre tête, vous dites, bah, en fait, si, j'ai réussi. Donc, en fait, si, je suis quelqu'un qui est capable de faire ces présentations. Et qu'est-ce qui a changé, du coup, votre manière de vous percevoir? C'est le fait de l'avoir fait. mhm. Et donc, de ne pas attendre que vous ayez une autre vision de vous-même pour agir, mais d'agir pour faire évoluer la vision que vous avez de vous-même. Et c'est là où en fait va venir la difficulté, c'est que c'est à ce moment-là où on va vouloir faire quelque chose qui va être à l'encontre de notre identité. C'est là que l'ego va se réveiller, qu'il y aura une petite voix dans votre tête qui va trouver, qui va être extrêmement créative pour trouver toutes les excuses possibles du monde qui paraîtront hyper logiques pour éviter de le faire. Parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, si on le fait, eh ben, on va venir gratter un petit peu de cette identité. Ça correspond pas à qui on pense être aujourd'hui. Mm. Donc, si on se dit qu'on est justement dans ta situation, que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver, etc., tu vois, il va y avoir tous ces trucs. Non, mais en fait, je ne me suis pas assez préparé, en fait, ça marche pas parce que ce jour-là, en fait, le soleil, il n'est pas aligné avec les trois autres étoiles, parce que j'ai lu mon horoscope ce matin et qui m'a dit, n'entreprenez pas quelque chose de nouveau, c'est pas le bon jour. Peu importe, en Ça fait fait. rire. Mais peu importe, en vrai, notre ego, Mm. c'est. Moi, j'adore voir l'ego comme une petite voix sur mon épaule. Tu sais, dans ces films où on voit toujours le petit ange et le petit démon Mhm. sur chacune des épaules. Eh ben, pour moi, c'est un petit peu ça, l'ego. C'est ces deux petits personnages qui vont venir te chuchoter d'un côté et de l'autre pour finalement t'amener à ce qu'il veut, à ce qu'il veut faire. Et je pense que la plus grande difficulté, en fait, comment lui enlever son pouvoir un maximum, c'est en l'observant. Du moment que tu le vois, cette petite voix, pas comme toi, et ce truc sûr à 100% qui est ton identité, etc., mais que tu le vois comme une petite voix à côté qui essaie de te diriger d'un côté ou de l'autre, plus tu seras capable de le voir, ça, d'écouter cette petite voix en lui disant genre, mais ça, c'est pas moi, ça c'est la petite voix de mon ego, je te reconnais, toi, hein. Et ben en fait, tu lui enlèves un petit peu de son Mm. pouvoir. C'est comme si la marionnette, tu lui coupais ses fils, tu vois, elle est un petit peu moins en train de te diriger et ça te permet de reprendre un petit peu ta décision. Et donc la voix sera là, elle va te dire non, fais pas cette présentation parce que X, Y raison, etc. Et la grande difficulté, la grande preuve de courage, elle sera là, de se dire, je t'ai entendu, mais je vais quand même le faire. Même si c'est pas ce que je pense de moi, même si c'est pas, même si ça va peut-être complètement foirer, etc. Oui, peut-être, mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie de me diriger dans cette direction-là. Et que ça, c'est plus fort que cette petite voix. Et c'est pas facile, des fois, elle va gagner la voix, hein.
Faut pas vous juger. Je dirais, elle va gagner même peut-être dans 90% des cas au début. Peut-être même plus. C'est pas grave. Genre, si juste, plus on va l'observer, plus vous serez rendu compte même que c'est elle qui a fait l'action, même si vous n'avez pas changé l'action, mais juste vous l'avez observé en disant genre, ah, je me suis laissé piéger par mon ego cette fois. Je me suis laissé piéger par ma petite voix. Vous lui avez enlevé un tout petit peu de son pouvoir. J'adore ce que tu viens de dire, ce que tu as évoqué sur aussi le fait de le voir comme un petit personnage. Et en fait, ça m'avait pensé à quelque chose que j'ai aussi réfléchi et un peu conceptualisé il n'y a pas si longtemps que ça, de voir là les différentes parties que j'ai évoquées tout à l'heure comme des personnages en fait dans votre Mhm. cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez vice-versa. Je sais qu'Yanis, Yannick, toi tu connais. Oui, j'aime bien. Euh, et en fait, moi, j'ai changé les émotions en partie de vous. Mhm. Donc, imaginez qu'il y a dans votre tête une manette de direction et qu'en fait, il y a plusieurs parties de vous qui, selon les situations, est aux manettes. Et donc, j'invite aussi les personnes que j'accompagne quand on fait ce travail là sur les parties à nommer en fait Mhm. chacune des parties. Et rien que le fait, vraiment, je le dis par expérience et par vécu et par retour, rien que le fait déjà d'identifier que ça, c'est une partie de vous, de lui donner un nom, ça permet déjà de la distancier. Un exemple, c'est la partie critique, qui peut être parfois très présente Mhm. chez les personnes. Vous faites un truc, là vous dites, oh, c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Si vous avez conscience, ok, c'est ma partie critique, c'est Cassandra, c'est n'importe quel nom, Ouais, l'appelez tout comme à vous fait. voulez. C'est encore Cassandra, bon voilà, elle est là, bon t'es gentille, je te prends en compte, t'es là, mais bon, on passe à autre chose parce que finalement, Tu me voilà, saoules aujourd'hui. voilà, tu me saoules gentil. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est de dialoguer avec ces différentes parties. Et franchement, moi, je sais que ça m'aide beaucoup et pas que moi, parce que j'ai fait l'expérience avec d'autres personnes, de voir ça comme des personnages dans votre tête. Ça permet aussi de... Il y a une dimension d'humour aussi qui permet Mhm. de prendre encore plus de distance Ouais. et de ne pas faire en sorte qu'elles prennent le contrôle sur vous et qu'elles vous envahissent. Et par exemple, ce que j'invite aussi à faire, c'est quand c'est la partie protectrice. Alors, j'imagine que la partie protectrice, elle est aussi très créative. Elle a plein de petits boutons à activer là. Quand c'est j'attaque l'autre parce qu'il me dit un truc méchant, ou alors c'est je prends la fuite, ou dissociation, je me fige. Et bien, en fait, c'est de pouvoir incorporer une partie qu'on pourrait appeler l'adulte sain. Donc, ça, c'est plus dans la thérapie des schémas, qui est vous aujourd'hui. C'est un peu le mentor, en fait. Un peu le mentor de toutes vos parties. Et de voir, OK, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette partie protectrice pour que elle arrête de me protéger là parce qu'il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a pas de réel danger, qu'elle arrête de m'empêcher, la partie authentique là, de se manifester. Et comment comme ça on peut dialoguer avec ces différentes parties. Alors je vous dis ça, ça prend du temps. Hein, c'est pas Mhm. comme tu disais Yannick, hein, au début 95% du temps, voilà, ça se fait pas tout de suite, mais par étapes comme ça. De commencer ok, à identifier, ah bah tiens, là, il y a cette partie-là qui se manifeste. Quand je suis en train de penser ça, quand je suis en train de faire ça, ok, je vais incorporer une autre partie un peu plus sympa. Par exemple, la partie badass, elle est, qui va un petit peu booster et qui va dire à la partie critique qu'elle est mignonne, mais en fait, là, ce qu'elle est en train de dire, c'est pas du tout, c'est pas vrai, en plus, souvent, c'est pas vrai. Et vraiment, de comme ça, faire dialoguer vos identités, parce que c'est finalement ça, plusieurs parties, plusieurs identités, pour que bah, ça ne vous fasse plus souffrance et pour que ça ne vous empêche plus d'être qui vous avez envie d'être. Et pour petit à petit faire diminuer les voix des parties qui sont gênantes pour vous. C'est exactement ce qu'ont réalisé, tu vois, les yogis, les moines, etc., qui observaient leur mental. Pourquoi il y a ces noms, ces différentes parties? C'est parce qu'ils ont nommé, en fait, des parties de leur fonctionnement. Ils ont observé, ils ont dit, tiens, il y a ce truc-là qui se passe à chaque fois, qui est appelé quand il se passe telle chose. Donc, il y a mon intellect, mon bouddhi, mon bouddhi, et ah, bah tiens, là, c'est les émotions. Ah, mais ça vient d'autre part, en fait. Ah, bah on va l'appeler le manas, ok. Lui, c'est
C'est ce personnage-là, c'est le personnage émotion. Ah, lui, c'est l'intellectuel avec ses grandes lunettes qui calcule tout, tu sais, les clichés, tu vois. Eh ben, en les nommant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Si on y réfléchit 2 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on enlève une identité. Je ne suis pas mes pensées. Mm. Je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas mes traumas. Je ne suis pas, etc., etc. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met un petit personnage, si c'est un petit personnage externe, bah c'est plus nous en fait alors. Mm. C'est une voix. Elle a du pouvoir sur nous. Mais c'est pas vraiment nous. On est d'accord. Quelqu'un qui est anxieux aujourd'hui, quand il était enfant, il l'était peut-être pas. Mm. C'est une autre personne. Il est plus lui. Parce qu'un jour il était anxieux, un jour il l'était pas. Non, toujours la même chose. Il y a quelque chose qui perdure, mais ces personnages ont changé. Plus ou moins de pouvoir sur lui, il crie plus ou moins fort, etc. Et en fait, en les observant, déjà, bah, tu les observes. Donc, premièrement, elles sont plus là en train de te guider dans le background caché derrière toi et que tu n'en as pas conscience. Et en fait, elles sont en train de te manipuler avec des petits fils comme ça. Et toi, tu es danse, marionnette, danse. Non, là, tu le vois. Donc, tu as conscience que tu as des fils qui te tirent, etc. Donc, déjà, rien que le fait d'en avoir conscience, bah, ça change tout. Parce que tu n'es pas en train de dire je suis en train de ruiner ma vie, etc. Non, c'est des fonctionnements à l'intérieur de moi qui sont en train de ruiner ma vie. Donc si c'est des fonctionnements à l'intérieur de moi, bah, ça veut dire que je peux changer, ça veut dire que je peux les faire évoluer, ça veut dire que je peux leur parler, essayer de comprendre, essayer de comprendre comment elles me manipulent, comment elles touchent sur tel ou tel bouton, comment est-ce qu'elles me racontent un truc dans ma tête à chaque fois qui en fait, ouais, peut-être pas si véridique et logique que ça. Donc, toutes ces choses-là, en fait, elles se font en créant de la distance avec ces Mm. parties. Donc, pour moi, les nommer, c'est se rapprocher de la vérité, en fait. C'est se rapprocher de la vérité. Pourquoi? Parce que bah, tu n'es pas tout ça, en fait. Mm. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas toutes ces choses-là. Et quand on parlait de cette question spirituelle de qui suis-je, bah, le développement de tout ça, ça a été de qui je ne suis pas. Mm. Dans le sens, bah, je ne suis pas mon intellect, en fait. C'est un outil auquel je fais appel régulièrement, etc., qui me donne des pensées, qui me ressasse des choses que j'ai vécues, qui essaie de faire des liens entre différentes choses, etc. Mais c'est pas moi, en fait. C'est quelque chose qui se passe. Toutes ces émotions, tous ces trucs-là, etc., tout ça, c'est pas vraiment moi. Il y a quelque chose autre qui fait que même si je suis triste à un moment ou si je suis heureux à un moment, ma nature a changé, mais bah, moi, je suis toujours là, en fait. Et leur réponse un petit peu à ça, un début de réponse qu'il pourrait y avoir, c'est que on n'est pas toutes ces choses, c'est ce qu'ils en sont arrivés, c'est-à-dire ce qu'ils appellent neti neti, c'est-à-dire je ne suis pas, je ne suis pas. Ah, C'est une j'aime bien. phrase, c'est une phrase qui est, Niti-niti. ouais, c'est en sanskrit, neti neti, ça veut dire je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Mm. Donc, en fait, il y a des pratiques qui existent où tu te poses, on parlait de la méditation tout à l'heure des toilettes, mais il y a de ce genre de pratiques en fait où on prend chaque chose qu'on pense être et bah, en fait, non, je suis pas ça, parce qu'il y a un jour, je l'étais pas, et là, maintenant, je le suis. Par exemple, un avocat, on reprenait tout à l'heure, tu vois. Bah, il y a bien un moment où tu n'étais pas avocat, tu as dû faire des études, et puis tu as dû devenir avocat. Mm. Et donc, t'étais pas toi avant? Non, tu étais toi aussi. Donc, en fait, leur début de réponse, c'est que la seule chose qu'on est de toute notre vie, en fait, c'est celui qui expérimente. On est Mm. celui à qui ça arrive, ces choses-là. On est la toile sur laquelle les choses se peignent. Mais on n'est pas toutes ces peintures, on n'est pas toutes ces choses qui changent, qui fluctuent constamment, parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans nos têtes, nos émotions, nos égos, nos identités, nos choses comme ça, ben, elles viennent, elles partent, elles bougent, elles changent. Mm. Ouais, finalement, c'est ça, cette constance constante euh, d'évolution, en fait. Enfin, en tout cas, que ça bouge, en fait. Que rien n'est inscrit dans le marbre. Mm.
Ça, il y a des choses qui passent, qui viennent, qui évoluent, etc. Des trucs auxquels on s'accroche. Tu vois, on devient vraiment rouge à ce moment de notre vie. Puis après, il y a une autre couleur qui vient. Puis après, il y a un dessin qui vient. Puis après, etc. Mais des fois, il y a des choses qui sont repeintes par-dessus. D'un coup, il y a un bout de la toile qui est enlevé, etc. Peu importe. Mais tout ça, c'est la vie. Mais il reste quand même ce truc qui expérimente. Mm. Et ça, c'est un peu un élément de réponse. C'est pas un élément absolu. Je pense que la Mm. seule manière de savoir vraiment qui on est, c'est juste de se poser la question et Mm. d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et que c'est une réponse qui est totalement personnelle, parce qu'il n'y a que soi qui peut le réaliser. Personne ne pourra te dire qui tu es. Ouais, c'est important aussi. Donc, je pense qu'on peut être guidé vers le fait de le trouver. C'est ce qu'on fait en psychologie, dans la pratique méditative, c'est aussi un moyen d'aller chercher qui on est, hein, ou tout ce qu'on n'est pas, etc. Ces processus, de les observer et tout ça. Mais la méditation, elle va pas t'amener la réponse de qui tu es. Mm. La méditation, elle va te permettre d'explorer qui tu es et de trouver ta propre réponse. La psychologie, la thérapie, c'est pareil. On va prendre tes traumas, ça va pas te permettre de, on va pas te dire, tu n'es pas tes traumas, tu es ça. Mm. On va te dire, et regarde, tout ça, c'est pas vraiment toi, et tout ça, cherche plus loin, tu verras qu'il y a encore autre chose. Et tu trouveras tes propres réponses. Ouais, bah, ça revient à ce que je disais sur le choix, tu vois, mais aussi ce côté de reprendre son pouvoir d'agir, on utilise ça comme formulation, on va dire. Euh, et ce qui peut être intéressant, c'est de définir aussi ses piliers. C'est-à-dire, il y a des choses, parce que je pense qu'il y a quand même une nécessité de se raccrocher à quelque chose. Et donc de définir des piliers de qui vous êtes ou qui vous avez envie d'être. Et puis il y a des choses qui sont là maintenant, mais elles vont pas forcément perdurer. Comme ça, de définir quelles sont les choses qui sont importantes pour vous d'être et quelles sont les choses que vous dites, bon, bah ça c'est actuel, par exemple le travail, ça c'est typiquement quelque chose, c'est temporaire au final. Vous n'allez pas tout le temps faire ce que vous faites. Par contre, il y a des choses, vous dites, sur une posture, par exemple, bah, moi je veux être quelqu'un qui est à l'écoute, je veux être quelqu'un qui est empathique, euh, qui respecte les autres, ça par exemple, ça peut être des piliers. Et après, du coup, de faire en sorte, du plus que vous pouvez, que les piliers soient corrélés à des actions. Et donc là, on retrouve aussi le système de valeurs qui peut aussi être aidant, de définir quelles sont vos valeurs et comment est-ce que vous pouvez les changer en action, en fait. Après, si vous partez, parce que parfois ça peut être difficile à déterminer, mais si vous partez, vous pouvez aussi partir déjà des actions et de vous dire, ah bah ça, j'adore faire ça, quand je le fais, je me sens vraiment bien. De vous dire, ok, bah pourquoi cette chose-là, vous adorez la faire? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc là, on peut comme ça découler comme ça des valeurs. Et inversement, sur des trucs qui vous sentez qu'il y a un décalage ou une dissonance, ok, bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On en revient aussi sur ces notions d'auto-observation, de questionnement de soi-même et de ce qu'on fait. Ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord. Ah, c'est très, très important. En fait, je mettrais juste un tout petit peu de nuance, tu vois. Bon, là, c'est Ah, moi qui aborde la nuance, tu vois. ouais, j'aime. Hum, je pense qu'il faut pas confondre identité et sens de Hmm. vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de sens dans notre vie sans que ça soit une identité. Tu vois, tu peux avoir envie d'apporter quelque chose au monde. Je sais pas, quelqu'un qui a décidé de sauver les orang-outans, d'accord? Et qui va mettre toute sa vie qui va dédier sa vie à ça parce que c'est ce qu'il sent qui a du sens pour lui, en fait, c'est ce qui le touche, c'est ce qui a de l'importance à ses yeux, ou en tout cas, c'est ce qu'il se sent capable d'amener au monde.
parce qu'il peut y avoir plein d'autres sujets qui le touchent aussi, hein. C'est pas qu'il y a que les orang-outans qui comptent pour lui dans sa vie, mais c'est juste que bah, pour X raisons, il sent que c'est sa mission, c'est là où il peut apporter quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il doit s'identifier à être le sauveur des orang-outans, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce qu'on en rencontre beaucoup, hein, des gens qui ont des missions extraordinairement bienveillantes, mais qui se perdent dans leur identité et qui deviennent des personnes souvent à l'éthique douteuse. Parce que quand Hmm. on est très attaché à ce qui on est, qu'on est sûr qu'on est le sauveur des orang-outans, on peut traiter tout le monde comme une merde, parce qu'on est le sauveur des orang-outans. Hmm. Donc en fait, c'est très subtil. C'est ça qui est très compliqué avec ces parties de nous, c'est qu'elles sont vicieuses en fait. Elles vont essayer de nous manipuler à croire que on est le bon ou le mauvais ou tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours cette identité, on va souvent s'y raccrocher. Et encore une fois, c'est une question, c'est est-ce que je suis juste là en ce moment, c'est ma capacité d'action de sauver les orang-outans. Si c'est plus le cas demain, bah c'est OK, j'aurais fait mon maximum. Il y a une différence à je suis le sauveur des orang-outans, il n'y a que moi qui vais sauver les orang-outans, je suis le meilleur pour sauver les orang-outans. Et en fait, là, on sent, tu vois, l'ego, on sent l'identité, etc. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître quand il y a un petit peu d'ego? C'est que souvent, il y a de la comparaison. Si d'un coup, vous commencez à vous dire je suis meilleur ou je suis moins bien que telle ou telle personne, etc., souvent, c'est il y a de l'ego derrière qui est en train de protéger une identité. Parce que l'ego, pour exister, il a besoin de comparer. Si on est juste en train de faire, et ça c'est encore une chose que les yogis ont compris, etc., être juste dans l'action, c'est on entend toujours ces trucs d'être dans le moment présent, d'être dans le truc, etc., d'être juste dans le être et pas dans les pensées, ce genre de choses. Ben, en fait, c'est un petit peu ça. C'est quand tu es simplement, tu ne te compares pas, tu fais juste ce que tu peux dans un maximum de tes capacités. Le résultat, voilà, c'est comme ça. Il y a une technique qui est excellente pour faire ça, pour se rapprocher de ce côté de faire et de se détacher un petit peu de l'ego, qui est une pratique très très simple, pas une pratique méditative compliquée ou quoi que ce soit, un truc genre vraiment simple. Passer du temps en nature. Pourquoi? Parce que la nature, elle juge pas. Tu peux pas te comparer avec la nature. Tu peux rien comparer du tout. Donc un bon moyen d'augmenter votre confiance en vous, d'améliorer un petit peu, de sortir, de faire des actions sans que ça soit pour l'ego, c'est de les faire en nature. Par exemple, tu es tout seul, tu te dis, je vais aller monter en haut de cette colline, parce que vous avez un petit peu de peine à le faire, ou comme ça, et c'est votre objectif. Quand vous allez arriver en haut, il n'y aura personne pour vous applaudir. Si vous n'arrivez pas en haut, il n'y aura personne pour vous faire bouh, il n'est pas allé jusqu'en haut. Il n'y a que vous avec vous-même. Il n'y a pas de comparaison avec les autres. Il n'y a rien. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pas. Si vous le ratez, vous n'êtes pas jugé par les autres. Et ça te permet de te rapprocher un petit peu avec justement ces actions, juste Hmm. être dans l'action sans jugement, sans comparaison, donc sans ego. C'est un petit truc qui permet de commencer un petit peu à aller dégager un petit peu cette... En fait, c'est pas de le dégager parce que l'ego, on veut pas le détruire. Il y a absolument aucun intérêt à le détruire. Et dans les pratiques méditatives, on n'essaie jamais de renier qui on est et le fonctionnement qu'on a, en fait. Encore une fois, c'est juste de ne pas le nourrir, de pouvoir l'observer, de ne pas en être l'esclave, en fait, tout À simplement. faire alors, aller dans la nature. Ouais, ça fait un bien fou. Hmm. C'est vrai, en plus. En plus, il y a plein de choses bonnes pour la santé. Par contre, grimpez pas n'importe quoi, hein, faites dans les limites de vos capacités. Oui, c'est ça, Donc, dans les mettez-vous limites de pas en chacun. danger, hein, mais effectivement, Hmm. se donner des petits challenges comme ça en nature et pas de réseaux sociaux, hein, on balance pas sur les réseaux sociaux, on le dit pas aux voisins, aux copains, etc. Juste soi avec la nature. Hmm. La nature, elle s'en fout, hein, que vous soyez intelligent, beau, pas beau, etc. Les Hmm. arbres, ils vous regardent, ils en ont rien à foutre, hein. Ça est complètement égal. Tout à fait, d'accord avec toi. Je voulais finir, enfin, moi en tout cas, si tu as des choses toi à dire, Yannick, ça m'est venu là à l'esprit par- pour parler de l'acceptation.
Parce qu'en fait, on vous dit depuis tout à l'heure, voilà, l'identité, enfin, en tout cas, moi, je vous dis de choisir les choses que vous voulez changer, évoluer. Ça veut pas dire que vous devez tout changer, hein, en vous. C'est pas ça l'idée. Il y a aussi une notion importante dans l'identité, c'est la notion d'acceptation de soi et d'autocompassion. Et d'être OK d'avoir certaines fragilités, certaines difficultés, parce qu'on reste des êtres humains, OK? Et que on en a tous et toutes des, des difficultés, et que ça fait aussi partie de vous, ces difficultés-là, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien qu'eux, ou en tout cas que, à nouveau, c'est que vous, ces difficultés-là. Donc, il y a ce côté de, pour les choses que soit vous ne voulez pas changer parce que c'est trop difficile ou trop compliqué actuellement, ou soit que pour X raisons, vous ne pouvez pas changer, il y a ce travail aussi d'acceptation de ces imperfections et de ces fragilités. Voilà, je voulais juste finir là-dessus parce que je pense que c'est aussi important dans la thématique de l'identité. Mhm. Euh, il y a aussi cette dimension-là. Donc, à Je nouveau, pense que c'est c'est important, ouais. c'est- c'est un processus qui n'est pas évident, hein. Tout ce qui est autocompassion, ça peut aussi prendre du temps. Ça nécessite aussi voilà, un autre travail qui est un peu différent, mais bon, tout se rejoint un petit peu. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé, enfin, c'est OK. Il y a des choses en vous que vous pouvez garder, même si c'est des choses que vous aimez un peu moins bien. Euh, voilà, c'est en fonction aussi de vos objectifs et de vos... Totalement, hein. En fait, personnellement, je pense que j'encourage personne à changer quoi que ce soit, en fait. Mm. Juste à en prendre conscience. Après, Ouais, vous le changez pas, ça vous regarde. C'est un ouais. choix. C'est un choix, ça regarde chaque personne. Une fois que tu t'es rendu compte de quelque chose qui est là, comportement, peu importe, hein. Après, qu'est-ce que t'en fais? À toi de voir. En Mm. tout cas, les pratiques méditatives et mon approche, c'est d'accompagner les gens à se rendre compte et comprendre ce qui se passe en eux. C'est tout. Mm, C'est mm, l'exploration de soi. Après, plus tu vas te rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de ce qui te drive au quotidien, de ce qui t'enchaîne au quotidien aussi parfois, plus tu auras la liberté de choisir. ouais. Qu'est-ce que Ouais, j'en fais? C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. mm, Pour mm, moi, c'est ça, et ça rejoint encore ce neti-neti, c'est-à-dire que tu as ce grand truc-là qui est nous, tu vois. Et le but, c'est un petit peu d'aller le regarder de plus en plus profondément, de plus en plus en détail, et puis de dire, ah tiens, il y a cette petite pièce, ah, il y a ce truc, comme si on était un immense puzzle, et puis que petit à petit, on comprenait qu'il y a plein de pièces qui forment ce puzzle, et on les prend une à une, puis on dit, ah bon, celle-là, allez hop, dégage, rien à foutre. Ah, celle-là, elle est quand même utile dans cette situation, je vais la garder sous le coude, et puis je la mets de temps en temps, des fois je l'enlève, on verra bien comment je veux la gérer. Mais en fait, prendre conscience qu'on est ce puzzle et qu'en fait, nous, on peut jouer avec ce puzzle, on peut jouer avec tout ça, c'est là, en fait, que mm, tu t'en libères vraiment. Et moi, j'ai pas tout compris sur moi, hein, mm. Moi non plus. tu vois? Je veux dire, je suis sur la même route. C'est, Mm, c'est, c'est juste que pour moi, je pense que c'est le truc le plus important que je puisse faire de cette vie, c'est comprendre ce truc et d'essayer d'aller justement à l'essence mm, de le comprendre au maximum, parce que c'est fascinant, c'est ce qui me fascine, et c'est ce que je trouve hyper intéressant, et que tous les temps de temps, je découvre un truc que je soupçonnais même pas qu'il était là, tu vois, qui drivait encore des choses, ou des fois même, il y en a qui veulent se reconstruire, tu vois, des identités qui viennent, et puis mm. je commence à m'y attacher, puis d'un coup, je me dis, mais, bon alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'étais pas là avant, non? Et je suis sûr qu'il y en a certaines qui sont là, je m'en suis pas rendu compte, qui se Mm. sont ajoutées. Et dans 5 10 ans, je regarderai le Yannick d'aujourd'hui et je dirais genre, ah bah alors, ton petit ego, il t'avait joué des tours à ce moment-là, non?
Ouais, je te rejoins tout à fait à nouveau sur cette dimension de finalement de prendre conscience et après c'est à vous de définir ce que vous voulez en faire ou pas finalement. C'est ça, c'est de pouvoir se connaître soi-même et c'est un travail aussi, enfin un travail, on peut appeler ça comme ça, mais de toute une vie, comme tu disais, voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur nous. Et C'est ça ça. pourrait faire peur, mais moi je trouve ça fascinant justement. Ah Tu sais, il oui, n'y a alors pas de, totalement. pas de quoi s'ennuyer, il y a des découvertes comme ça, des choses qui vont venir avec le temps et c'est aussi ça qui fait la beauté de la vie. Enfin, moi je trouve. Mm. Oui, c'est ça. Puis en plus, au-delà du côté fascinant, plus tu t'explores, plus tu te comprends et tout ça, et Oui. plus tu as du pouvoir aussi sur ta vie, en fait. Tu peux Mm, la mm, rendre mm. extraordinaire quand tu comprends comment tu fonctionnes, etc. Tu peux arranger ta vie pour qu'elle soit à ton service et que tu puisses faire les actions que tu as envie plutôt que de tourner en rond ou d'être Mm. complètement drivé et que tu te sois là tous les soirs et tu te dis, je veux aller là et pourtant j'ai beau essayer de faire tout ce que je veux, je me retrouve exactement à la même place tous les jours alors que je sais que je veux aller là-bas, mais je comprends pas, mon cerveau, tout me joue des tours et j'en suis pas capable, j'y arrive pas, alors que je veux vraiment y aller. Mais pour X raisons, je me retrouve exactement au même endroit à chaque fois. Et ça, c'est souvent parce qu'il y a des choses qui se passent en nous qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Et je pense que si on veut aller dans la direction qu'on a envie, c'est surtout, en fait, en grande partie, de comprendre ce qui nous retient d'y aller, en fait. Et ça Mm, prend mm, mm. un petit peu de temps, un petit peu d'observation, un petit peu de, comme on en parlait tout à l'heure, d'honnêteté, de sincérité avec Mm, soi-même, etc. Et c'est pas facile, mm. parce qu'on aime bien C'est se pas raconter des facile. bêtises. Moi y Et compris. aussi, ça me fait penser ce que tu veux, ce que tu dis, parce que je me dis, les personnes qui pourraient écouter, euh, d'accepter aussi que parfois on n'a pas les réponses à nos questions. Complètement. Parce on peut rapidement tomber dans l'extrême de ce que mais qui suis, tu vois, un peu comme ça, là, en Mmh. boucle, de chercher toujours le truc qui va faire qu'on change complètement de perspective sur nous et que ça y est, le truc un peu magique. C'est pas ça non plus qu'on dit. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions, il n'y aura pas de réponse, peut-être qu'il n'y aura jamais de réponse, peut-être qu'il y aura une réponse dans 10 ans, dans 5 mois, on ne sait pas, mais d'accepter aussi cette partie du processus Mmh. et d'essayer d'éviter de tomber dans la recherche un peu comme ça compulsive en pensant que ça va débloquer. Si on a l'info ultime, tout va débloquer. Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. En fait, il faut accepter qu'on est nul à chercher. D'accord? C'est comme si tu avais une immense prairie et que tu avais un trésor qui était enfoui, mais qu'en fait, toi, tu croyais qu'il n'y avait que 2 mètres carrés de cette prairie qui existait et tu creuses partout dans ces 2 mètres carrés. Tu creuses, tu creuses, tu creuses parce que tu es sûr que tu vas trouver la réponse ici, alors qu'en fait, la réponse, elle est à l'autre côté de la prairie. Et en fait, le trésor, il n'était même pas enfoui, il était juste posé à cet endroit-là. Donc, typique en méditation, un truc qu'on apprend à faire, c'est à se détacher de nos attentes. Hmm. Et on voit souvent que, enfin, quand tu es avec un maître en méditation, quand tu es accompagné, on va dire, en méditation, ce que je recommande quand même nettement plutôt que de pratiquer tout seul, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est une pratique qui a beaucoup de questionnements qui peuvent venir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui vont nous empêcher d'avancer en fait dans notre pratique, etc. Mais quand tu te fais accompagner, moi j'ai eu la chance de méditer avec des maîtres, etc. Et souvent, des questions que j'ai pu poser, les réponses que j'ai pu avoir, c'était genre tais-toi, médite, tais-toi et pratique, tu vois. Alors ça, c'est la côté très orientale de l'approche méditative, hein. J'enseigne un petit peu différemment parce qu'il faut s'adapter aussi, mais quand tu vas vraiment le faire dans les monastères ou comme ça, on aura tendance à te dire ta gueule et continue de méditer. Voilà. Genre, ta question, on s'en fout, juste fais. Parce qu'en fait, ils ont compris quelque chose, c'est que déjà la réponse, elle ne pourra pas venir d'eux, et que la question, c'est pas de trouver c'est pas de creuser, c'est de savoir où creuser. Ça va te prendre un petit peu de temps d'abord pour le réaliser. Donc, c'est souvent par le fait de vivre, d'expérimenter, de juste
être, et puis ben, les pratiques méditatives sont très fortes pour ça. Et à un moment, la réponse, elle vient. Il y a ce moment de oh, wow. Tu sais, cette épiphanie comme ça, on est Mm, sous la douche et puis pah, ça vient alors qu'on a cherché le truc pendant des mm, plombes et des plombes. Je pense que le meilleur moyen de l'imager, c'est quand on a perdu un mot et qu'on est là et qu'on force le truc. On est là, genre, je vais le trouver, je vais le trouver, je vais le trouver. Impossible d'accéder à l'information parce qu'on cherche pas au bon endroit. On va sous la douche, je reviens aux toilettes, on va, peu importe, on laisse notre esprit vagabonder, on cherche plus, en fait. Et boum, mm, le mot, il nous revient. Et il y a ce sentiment, tu sais, de «Oh, je l'ai!» Et ben, c'est un petit peu ça en méditation souvent, mm, dans ce genre de réflexion de qui suis-je. Moi, en tout cas, à titre personnel, ça a plus été des moments où je m'y attendais pas mm, et bim, j'ai fait un pas. Il y a un truc que j'ai réalisé, tu vois, un truc que j'ai compris sur moi où j'étais là, genre, mais bien sûr, quoi. Maintenant, ça a du sens, mais ça a dû venir de l'intérieur, tu vois. mm, mm, mm. Oui, c'est ça. Puis ça peut émerger au moment où tu n'y attends pas. Enfin, Ah, il y a clairement. ce côté-là aussi. Mais à savoir que les réflexions, toutes les choses mises en place ont permis aussi cette émergence un peu Tout comme à ça fait, spontanée. Donc ça ne tout à sert fait. pas à rien quand on te... hein. Non. Je vous vois venir, ouais, mais ça sert à rien. Non. Si je fais rien et tout, ça va me tomber dessus à un moment, etc. Ouais, ouais. Oui, il faut quand même, voilà, il y a quand Et le même un maître, il m'a travail pas derrière. dit, sors du temple, etc. Il m'a dit, continue de méditer. Mm, mm. Je faisais quelque chose. Ouais, Après, c'était ma exactement. voix. Il y en a plein de Oui. différentes, hein, mais Mm, c'est mm. pour le parallèle, quoi, effectivement. Bon, Yes. bah, sujet fascinant, en tout cas. Ouais, il y avait d'autres choses que tu voulais évoquer, toi, Yannick, Je pour pense que aujourd'hui? pour un premier épisode sur l'identité, alors il y a, comme je disais hein, tout à l'heure, c'est un truc qui a été tellement exploré dans ces traditions-là que Mm, on peut aller très très loin, en fait, tu vois, dans chacune des parties dont je parlais tout à l'heure, il y a tout plein d'interactions entre elles, de compréhension, etc. Mais ça, c'est des choses un peu plus compliquées. Je pense que là, on a vraiment posé les bases mhm, et les choses qui sont les plus utiles tout de suite, je pense, quand on commence à se mhm. poser un peu cette grande question de qui suis-je, quand on commence un petit peu à remettre en question nos identités, que peut-être on a cette crise de la existentielle où on se dit oui, mais bon, ok, j'ai fait tout ça, on m'a toujours dit que j'étais tout ça, mais en vrai, au fond de moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc qui manque, quoi, qu'il y a ce petit Mm, vide ou ce grand vide, ouais, parce que souvent j'ai l'impression que, et je finirai peut-être là-dessus, qu'on se met plein d'identités pour combler un ouais, puissant fond. aussi. Mm, Et la réponse que moi j'ai trouvée, c'est justement plus dans un cheminement plus introspectif et spirituel, mm, qui m'a permis d'avoir moins besoin de ces identités pour être bien avec moi-même, parce que j'ai trouvé une réponse différente qui a comblé en grande partie ce mm, sentiment de vide que j'ai pu ressentir dans une grande partie de ma vie et qui était là quand je cherchais en fait absolument à savoir qui j'étais, parce mm, que justement quand tu sens c'est une douleur atroce en fait, de ce vide inexplicable où tu pourrais avoir tout dans ta vie, matériellement, en termes de relations, en termes de tout, et pourtant tu ressens encore ce truc qui manque à l'intérieur, qui est inexplicable et qui amène souvent ces grandes questions philosophiques. Pourquoi je suis là? Qui suis-je? À quoi ça sert la vie? mm. Etc. Et ben, je pense qu'on a apporté un petit élément de direction, de chemin dans cet épisode, même si c'est peut-être que gratter le sommet de l'iceberg, comme on dit. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Ils sortent maintenant, on en a deux par mois maintenant, Mhm. ça reste le dimanche. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles pour la visibilité de l'épisode, nous ça nous aide pas mal. Et puis à nous envoyer des messages, faire des commentaires. Et juste avant qu'on vous quitte, on va quand même vous donner la mission, Yannick. La C'est quoi la mission. mission aujourd'hui?
Bah, on a le choix, vous allez aux toilettes et vous faites la méditation. Mais vraiment, il faut se Ouais. poser Et et ben, se c'est ça poser la mission. réellement la Allez, question. vas-y, Ah, vas-y. bah, c'est ça. Dis-nous la mission en La détail. prochaine fois que vous allez aux toilettes, hein, faire le numéro 2, comme on dit, eh ben, juste posez-vous la question de qui est en train de faire ça. Et juste prenez un petit peu toutes les identités qui vous viennent en tête. Ah, je suis une maman, je suis une, euh, une très bonne communicatrice, je suis une sportive d'élite, je suis un papa génial, peu importe, je suis le meilleur avocat du monde, on en revient à l'avocat. Et juste posez-vous la question, est-ce que ça a vraiment de l'importance quand vous faites caca? Est-ce que vraiment c'est cette personne-là, cette identité qui est aux toilettes assis, le cul nu comme n'importe qui? Ou alors est-ce que Ben, bah, finalement c'est peut-être mhm, plus simple que tout ça? mhm. Eh ben, écoutez, allez-y, on attend vos retours avec Enfin, vous y impatience. allez quand vous avez besoin, hein, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Oui, non, pas forcément tout de suite. Tu sais, ils sont en train d'écouter l'épisode. Alors. Ou alors, peut-être que vous y étiez déjà. Ah, peut-être qu'ils étaient déjà. Au moment où tu l'as dit, ça y est, ils se sont rués aux toilettes. Et il Et y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts aux toilettes. Alors peut-être statistiquement, c'est nous vrai, avons c'est quelqu'un vrai. sur le trône en train de nous écouter. Si c'est le cas, salut à toi. Salut à toi. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Yannick, je te remercie. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont écoutés, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à très vite. Ben oui, merci beaucoup à toi aussi et merci à tous. À tout bientôt.